J'ai été victime de violences par mon ex-mari qui est aussi le père de mon enfant. Des violences principalement d'ordre psychologique, mais qui ont eu aussi des répercussions physiques, notamment sur ma santé. J'ai rencontré le père de mon enfant par hasard dans un café. On s'est juste salué et il a insisté de manière intrusive pour obtenir mon numéro de téléphone. Il m'a rapidement contacté pour un café et son premier mensonge a été de se présenter comme étant célibataire. Il ne portait pas d'alliance. Alors que j'ai su plus tard qu'il était bien marié civilement à ce moment-là. Et j'ai aussi appris bien plus tard qu'il avait battu sa femme durant leurs 6 années de vie commune. Elle n'a jamais porté plainte. Il parlait tout le temps en utilisant un anglais approximatif, il était étranger, arabophone, il ne parlait pas français. Je n'ai pas du tout été séduite et je lui ai poliment et clairement fait comprendre que je n'étais pas intéressé par sa proposition de mariage. Malgré ça, elle continuait à me contacter régulièrement pour prendre de mes nouvelles. Il répétait je n'arrive pas à t'oublier. Il n'accepte pas le non ou le fait qu'on lui résiste. À l'époque, cela me plaisait de savoir que quelqu'un s'intéressait à moi car j'étais dans un dilemme où je ne trouvais pas de réciprocité chez les hommes qui me plaisaient. Donc, au lieu de bloquer son numéro ou de ne pas répondre, cela me flattait plutôt de voir ses appels réguliers pour l'entendre me dire que je lui plaisais. Je n'avais pas pour autant l'intention de le revoir. J'étais en réalité une proie pour lui. J'ai même appris qu'il m'avait contacté alors qu'il était incarcéré. C'est seulement 1 an et demi après notre premier café que je décide d'accepter son invitation de le rencontrer de nouveau. J'avais cette année-là 37 ans. J'avais connu plusieurs déceptions successives sur le plan amoureux qui m'ont beaucoup frustré et mon désir de maternité était à son apogée. C'était l'été, j'avais envie d'être amoureuse et j'étais vulnérable et assez naïve, car sans expérience sérieuse avec les hommes. Dans ce contexte favorable, et avec une présentation beaucoup plus avenante de monsieur, le charme avait opéré, et une attirance physique s'était immédiatement créée. Bien entendu, contrairement à moi, monsieur savait y faire, car lui ne manquait pas d'expérience avec les femmes. J'étais séduite et le flirt était agréable. Je ne voulais pas aller plus loin car mes valeurs religieuses m'interdisaient d'avoir une relation intime hors mariage. Je tenais beaucoup à respecter ce principe. Je lui explique tout ça, et il gagne progressivement ma confiance, en me faisant croire qu'il respecte hautement ses valeurs précieuses, se présentant lui-même comme musulman. Jusqu'au jour où je le laisse rentrer chez moi, et c'est là que je me fais évidemment piéger. Je subis une relation forcée, je refuse, mais il ne l'entend pas, il insiste, et il arrive à ses fins. Je ne m'en remets pas psychologiquement, et surtout sur le plan moral, je culpabilise énormément. Je tombe rapidement enceinte au moment où j'essayais de quitter cet homme qui s'accrochait à moi. Je me sens anéanti. Je lui apprends ma grossesse. Il essaye de me rassurer en me disant que c'est un devoir de garder l'enfant et qu'il s'engagera dans un mariage. Je suis piégé. Je n'ai pas d'autre choix. Alors j'officialise solennellement notre union. Je ne suis pas fier de cette situation. Je pleure tous les matins. Nous commencions donc une vie à deux installée dans mon studio. Il commence à imposer sa loi machiste. Ne pas saluer les hommes de mon entourage, cousins compris, collègues ou relations professionnelles, et couper court toutes les relations amicales masculines. Monsieur me surveille, m'appelle plusieurs fois dans la journée, veut me voir rentrer chez moi à une certaine heure, contrôle mes tenues vestimentaires, ne veut plus que je voie mes amis en dehors du travail. Il me fait comprendre qu'il devient ma priorité. Je ressens beaucoup de frustration, car je perds ma liberté. Il veut que je me soumette à lui, et l'emprise s'installe de plus en plus. Amoureuse et ne voulant que satisfaire mon mari, je commence à m'oublier, ou du moins à me positionner en second plan. Je vis mal cette situation. Les jalousies à répétition, la surveillance constante, jusqu'à vouloir contourner l'argent sur mon compte bancaire.
Quand je ne réponds pas à ses appels parce que je suis chez le médecin, il devient agressif. Il me fait peur. Je me sens comme une ado surveillée par un père dominateur et contrôlant. Pourtant, je ne cède pas à tous ses caprices. Je résiste beaucoup, et cela le contrarie énormément. Par exemple, je refuse d'ouvrir un compte bancaire commun, qu'il souhaite uniquement alimenter par mon salaire. Il a également un plan qui est de se faire acheter une maison par mois. Il en fait une lubie. Je refuse, et lui, de son côté, me punit en entrant dans des colères noires, en disparaissant le soir, sans donner de nouvelles, sans même répondre à mes appels. J'angoisse pendant ses absences nocturnes et je suis enceinte. Il plaisantait sans cesse sur le sujet polygamie, en me répétant de manière convaincue que c'était un droit donné à l'homme musulman pour assouvir son désir sexuel. Je me sentais évidemment humilié par ses propos, et bien entendu, je lui faisais comprendre que ce sujet était loin d'être drôle, et que jamais je ne me soumettrais à ce projet que je préférais divorcer. C'était un sujet très violent pour moi, et je m'y opposais fermement à chaque fois. J'en pleurais tant il me rabâchait son idée d'avoir plusieurs épouses. Il me faisait bien comprendre que l'homme et la femme n'étaient pas sur le même pied d'égalité en islam. Et il se servait de la religion pour cela en l'instrumentalisant à son avantage, reléguant la femme à un état de soumission à son mari, lui devant totale obéissance. Je suis enceinte et je passe des nuits d'angoisse extrême, tellement que je n'arrive pas à le garder pour moi, alors j'en parle à ma famille et à mes amis. Quand il est présent, je communique avec lui sur ces situations. Je parle dans l'intention d'arranger les choses, de trouver des solutions. Il finit par s'excuser tout en me rendant coupable de tout, en me faisant comprendre que je ne suis pas une assez bonne épouse. Il me reproche surtout de ne pas l'écouter et de ne pas lui consacrer suffisamment de temps. L'incohérence de ses propos me font devenir folle. J'accouche seule dans une souffrance physique et morale atroce. Je suis totalement épuisé. Je me retrouve seule à m'occuper de mon bébé, sans aide, car loin de ma famille. J'y arrive grâce à l'amour que je porte à mon enfant et animé d'un fort sentiment de responsabilité et surtout de protection vis-à-vis de mon bébé. Je commence à comprendre que cet homme représente quelque part un danger. Je dois reprendre le travail dans un contexte difficile. Heureusement, je peux compter sur une bonne nounou qui m'a été recommandée pour garder mon bébé. Je connais des humiliations douloureuses avec mon mari. Il me dénigre et me rabaisse sans cesse devant des inconnus, des professionnels, des amis, ou même ma famille. Même lorsque nous nous rendons chez sa famille, dans son pays, il me fait honte en invitant une amie à lui, chose qui ne se fait pas dans un pays musulman et dans une famille conventionnelle et traditionnelle. Il découche de plus en plus, et je passe des nuits blanches à m'inquiéter. Je ne suis plus efficace dans mon travail, et je me retrouve en stress constant. Après le confinement 2020, mon mari sort de nouveau de plus en plus fréquemment. Je ne le vois que rarement. On se dispute souvent. Il devient agressif et violent. J'enquête en cachette pour découvrir où il est, ce qu'il fait, encouragé par des amis. Je découvre des notes d'hôtel et j'en parle à mes parents. Mon père intervient sympathiquement et mon mari le prend mal, car il est démasqué. Il ne pense pas qu'il puisse se corriger et me rejette totalement la faute. Le point culminant est le jour où j'apprends que j'ai contracté une MST par lui. C'est chez mon médecin que je le mets sous le fait accompli, en lui imposant de passer aux aveux. Il m'avoue ses infidélités et ses mariages polygames avec d'autres femmes en France. J'aurais voulu donner une dernière chance à mon mariage, mais nous n'étions pas d'accord. Aucune négociation n'est possible avec lui. Alors nous décidons de nous séparer,
et d'entamer un divorce à l'amiable. Mais il empêche cette façon de faire car il veut imposer des conditions qui sont contraires aux lois de la République. C'est à ce moment-là que je rentre en contact avec l'association EFAPO qui me conseille et m'offre un soutien psychologique régulier. Il a réussi à me faire culpabiliser. Je souffre beaucoup de cette rupture et je suis surtout triste pour mon enfant qui ne grandira pas avec ses parents réunis. J'avais en tête un idéal de vie familiale. Il n'accepte pas la séparation, joue au chantage et menace de me détruire psychologiquement. Je suis terrorisé, je décide de partir un jour où il n'est pas là. Emmené par ma cousine, je pars chez mes parents avec mon bébé. Les violences ont continué jusqu'à chez mes parents. Et ces violences sont devenues physiques. Après avoir longuement hésité, j'ai porté plainte. Et j'ai entamé une procédure de divorce. Je coupe totalement contact avec lui, qui devient monsieur dans le dossier divorce. Je ne reconnais plus du tout la personne que j'ai aimée. C'est devenu un étranger, un homme dangereux dont je me méfie. Je me défends du mieux que je peux en me servant de mes droits, en me faisant conseiller. Cela me demande une énergie folle, mais je suis soutenu par les professionnels, par mes amis et par ma famille. Je continue d'avoir peur de lui malgré la distance, et l'emprise est toujours là. Il faut du temps et un long travail de deuil à faire avec un accompagnement psychologique régulier. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Un an et demi après la séparation, le fait d'avoir coupé contact avec lui m'a libéré de l'emprise, son pouvoir de contrôle sur moi. Le fait d'être aussi en milieu sécurisé, aussi que la justice soit de mon côté, cela me rend confiante sur la suite à venir. Je me permets même de me projeter dans un futur nouveau. Je me reconstruis doucement, sur tous les plans, et j'ai envie d'offrir une maman, une belle maman et une belle vie à mon enfant. Je ne vois plus mon expérience de mariage comme un échec, mais je vois les choses positivement. Je me dis que j'ai tout gagné finalement. J'ai un enfant, j'avais un vrai désir de maternité, j'ai appris énormément sur cette expérience douloureuse et j'ai envie de réussir ma vie dorénavant sans me laisser manipuler. Ma psychanalyse m'a permis de comprendre énormément sur cette expérience et de mieux me connaître surtout. Je dois bien sûr travailler la confiance et l'estime de moi qui ont été sévèrement diminuées par ma relation maritale. C'est une expérience que je ne souhaite à personne car elle peut nous mener au pire. Dans mon cas, je dirais que c'est mon enfant qui m'a sauvé car c'est mon instinct de mère protectrice qui a fait que je ne voulais pas que mon enfant évolue dans un contexte de violence. Et aussi cette résilience que l'on a tous en chacun de nous, euh, qui commence par cette petite voix intérieure qui nous dit que personne ne devrait nous maltraiter de la sorte. Il faut écouter cette petite voix, il faut oser s'indigner et surmonter sa peur, car nous ne sommes pas seuls. Il faut se dire que la peur doit changer de camp. Mon premier conseil avant d'entrer en relation avec quelqu'un serait de bien se connaître, d'avoir une très bonne estime de soi. Car si j'avais eu cette très bonne estime, cette haute estime de moi au début, au moment de ma rencontre avec monsieur, euh, cela m'aurait servi de bouclier, de bouclier. Euh, et il serait passé à une autre proie. Car dès le début, si on reste nous-mêmes,
si on se respecte et on veut se faire respecter, qu'on est à l'écoute de cette personne auteur de violence, on se rendra très vite compte que c'est une personne qui ne s'intéresse pas véritablement à nous, une personne plutôt égoïste, une personne incapable d'empathie. Et, euh, nous ne pourrions pas laisser une telle personne entrer dans notre intimité. On agira comme un bouclier. On se protégera naturellement des prédateurs. Car il faut savoir qu'aucune négociation n'est possible avec eux. Ce ne sont pas des êtres qui peuvent être raisonnés et raisonnables. J'ai cru que je pourrais régler les choses par la communication, mais c'est un leurre, c'est faux, c'est juste impossible. Ces hommes, auteurs de violences, ont cette technique de vampirisation. Ils se nourrissent de tout ce qu'il y a de sain chez nous pour nourrir le vide en eux. Euh, ils entrent par infraction dans nos vies pour nous affaiblir psychologiquement, pour mieux nous contrôler, pour avoir un pouvoir sur nous. Ils nous déstabilisent. Ils nous envoient une version de nous-mêmes qui n'est pas nous, en nous faisant croire que nous sommes le diable. Tout cela, j'ai pu l'apprendre euh, grâce à mon travail de psychanalyse. Je recommande à chaque personne victime de violence de ne pas rester seule, de ne pas avoir honte, d'oser en parler, à commencer par un collègue, une amie, avant d'en parler à des professionnels, pour véritablement bénéficier d'un soutien. Ce soutien, cette aide, elle est importante, elle est primordiale. Il faut s'organiser. Lorsque nous sommes déjà piégés et déjà sous emprise, le fait d'en parler euh, nous fait comprendre que cette situation n'est pas normale, elle n'est pas viable et que nous ne sommes pas obligés d'accepter l'inacceptable. Ces professionnels nous diront qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est fuir. Fuir cette toxicité qui est dangereuse. Fuir en se réfugiant chez des personnes de confiance pour assurer notre sécurité. Il faut se rapprocher de professionnels qui connaissent les problématiques de violences faites aux femmes. Nous sommes dans un pays où il y a de nombreuses associations qui conseillent au mieux les femmes et qui vont jusqu'à les héberger, leur trouver refuge. Fuir est extrêmement important, c'est le point de départ, mais il faut préciser aux victimes qu'il ne faut surtout pas prévenir l'auteur de violence que l'on part. Beaucoup de femmes font cette erreur car elles ont peur, elles sont terrorisées. Il ne faut surtout pas que l'auteur de violence sache que l'on parte. Il faut organiser ce départ avec l'aide d'autres personnes, se faire donc accompagner, épauler et soutenir, même physiquement, peut-être aussi des forces de l'ordre, et, euh, et ne rien dire. Voilà, opérer ce départ en cachette de l'autre personne. Je conseille donc aux victimes de violences de se faire absolument aider, absolument soutenir dans leur milieu familial si possible, mais aussi amical et encore professionnel. Je parle du milieu associatif, je parle des forces de l'ordre et je parle d'un avocat qui défendra leurs droits devant les tribunaux. Euh,
Il y a énormément de choses qui peuvent être mises en place pour des auteurs de violences les plus dangereuses. Des téléphones de grande urgence peuvent être donnés aux victimes pour les prévenir de l'arrivée, de la possible arrivée de leur ex-conjoint violent. Euh, il y a différents outils qui sont mis en place pour assurer la protection des victimes. Donc, lorsqu'on est dans une relation comme celle-ci, euh, courte ou longue, euh, toujours se dire que qu'il est encore possible de s'en sortir. Il est toujours possible de s'en sortir. Même si l'on croit être dans un cauchemar et de vivre un enfer, euh, nous devons refuser de laisser continuer cette situation. Il faut se... Il faut oser s'indigner et il faut continuer à s'aimer, même si l'autre ne, ne nous aime pas, ne nous a jamais aimés. Il ne faut jamais cesser d'aimer la personne que nous sommes et vouloir se sauver, sauver nos enfants de cette situation qui ne pourra jamais évoluer positivement. Euh, ces relations toxiques sont malsaines pour nous et pour nos enfants, ainsi que pour notre entourage. Donc oui, il y a une voie de sortie, et cette voie de sortie, c'est la fuite, à condition d'être bien entouré.